En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le philosophe Michel Onfray. Michel Onfray qui est avec nous en direct d'Uzès dans le Gard, où se tient depuis vendredi la première université d'été de Front Populaire, la revue qui réunit souverainistes de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Michel Onfray nous parlera des enjeux et des objectifs de cette première université d'été. Il nous parlera également de son nouveau livre Puissance et décadence, une politique de civilisation, à paraître le 8 septembre aux éditions Bouquin. La France a-t-elle toujours les moyens d'être souveraine? Peut-on vraiment rassembler les souverainistes de droite, de gauche et même ceux de nulle part et d'ailleurs? Comment sortir de la décadence et renouer avec la puissance? Michel Onfray, qui aime à citer le général de Gaulle, est-il le nouvel homme providentiel? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de Michel Onfray en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio en toute vérité pour la première émission de la saison. Vous êtes en direct d'Uzès où vous présidez la première université d'été de votre revue Front Populaire. Au programme, 12 conférences avec des invités prestigieux que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, tels que Boualem Sansal, François-Olivier Gisbert, Céline Pina, Sami Biazoni, Guillaume Bigot, Georges Kuzmanovic, je ne peux pas tous les citer. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ou nous réexpliquer ce qu'est Front Populaire? Est-ce que c'est une revue, un parti politique? Pourquoi faire une université d'été, Michel Onfray? Oui, merci pour votre invitation. Écoutez, c'est une revue Front Populaire, on l'a dit très précisément tout au départ, on voulait vraiment réunir les souverainistes de gauche, de droite, d'ailleurs de nulle part, et nous n'avions pas le souci de présenter un candidat au présidentiel, et encore moins pour moi le souci d'y aller. C'est pas du tout dans ces perspectives que nous nous trouvions. Nous avions envie, Stéphane Simon, moi-même et les amis de Front Populaire, envie de réfléchir aux conditions de possibilité de la politique en France. C'est presque de la métapolitique, si vous voulez, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore faire de la politique en France quand on a bradé notre souveraineté, qu'on a vendu notre souveraineté, qu'on ne peut plus décider d'une politique ou d'une ligne, puisque finalement c'est la politique de Maastricht qui s'impose depuis 1992. Donc on a voulu dire qu'il fallait commencer par reprendre les outils politiques en main pour pouvoir faire quelque chose ensuite. Après, c'est le second temps, c'est-à-dire le souverainisme n'est pas un projet politique, c'est juste une méthode, c'est juste l'invitation à dire reprenons le gouvernail en main et puis après on décide si on va à bâbord ou à tribord. Donc la revue, c'est l'occasion de réfléchir, on est à 10 numéros là, sur des questions comme la sécurité, comme ce qui fait le génie français, ce qui fait justement le principe de la souveraineté, etc. Oui, mais tout de même, pourquoi justement vous dites vouloir réfléchir? Alors vous avez commencé avant, effectivement, il y a 10 numéros, mais pourquoi cette université d'été maintenant et pas avant la présidentielle, justement? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Michel Onfray? Non, avant la présidentielle, on a invité à réfléchir, à penser, etc. Et ce sont peut-être les limites de l'exercice. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont cru tout au départ que j'irais au présidentiel personnellement et que la revue était une espèce de machine de guerre que nous lancions en amont et que je me déclarerais en route. Souvenez-vous, il y avait la jurisprudence un peu Éric Zemmour qui sortait du monde des idées et des médias et puis qui entrait dans le monde de la politique. Et on a dit, bah oui, vous allez faire exactement la même chose. J'y vais pas du tout. Oui, mais on comprend bien, vous allez faire comme Dupond-Moretti, comme la ministre de la Culture, et puis je dis bah oui, justement, j'ai surtout pas envie de ressembler à Roselyne Bachelot ou à Dupond-Moretti, et eux effectivement sont des gens du showbiz, moi pas. Eux ils sont apprécieront. Oui, bah oui, mais enfin bon. Cela dit, je vais menteurs, quoi. Vous me pardonnez, Michel Onfray, de faire mon journaliste d'une certaine manière, mais je vais quand même vous reposer la question, parce qu'en réalité vous êtes une revue, mais vous êtes à mi-chemin entre les deux. Vous parliez de métapolitique, mais Front Populaire rassemble quand même quelques petits partis souverainistes qui se définissent d'ailleurs comme plutôt de gauche. Souverain demain de Paul Melun, France souveraine de Guillaume Bigot, République souveraine de Georges Kuzmanovic. Et justement, j'ai entendu dire qu'ils allaient se rassembler durant cette université d'été. Qu'est-ce que vous espérez de ce rassemblement? Est-ce que c'est pas tout de même une rampe de lancement pour une candidature, peut-être pas à la présidentielle, mais pour des élections comme les européennes par exemple?
Ça aurait du sens. Vous allez avoir la démonstration que je ne suis pas un homme politique, parce que je vais vous répondre franchement, je vais vous répondre clairement, et la réponse est oui, vous avez raison, c'est une rampe de lancement pour les prochaines échéances électorales, que ce soit les européennes ou les élections présidentielles. Alors j'ajoute que ça n'est pas une rampe de lancement pour moi, personnellement, c'est pas une aventure personnelle, et ce que je voulais vous dire dans la réponse précédente, c'est que les gens nous disaient, bon, formidable, vous avez fait une belle revue, mais maintenant on fait quoi 5 ans de Macron, plus 5 ans de Macron, 10 ans de Macron, est-ce qu'il n'est pas temps d'agir? Est-ce que vous n'avez pas l'intention qu'il faudrait que vous envisagiez la question sur le terrain, justement, de l'action? Et j'ai dit oui, je me suis dit, effectivement, on en a parlé avec Stéphane et les amis de l'équipe, on s'est dit, mais on a des devoirs à l'endroit de nos lecteurs ou des sympathisants. On a le devoir de leur dire, on peut pas se contenter d'analyses un peu fines, un peu pointues, un peu techniques. Je parle pas des miennes, mais je dirais de qualité. Enfin, on a vraiment des belles signatures dans cette revue. Grâce à Jean-Baptiste Roque, grâce à Maxime Le Nagard, qui travaille vraiment très bien avec Stéphane et moi. Et Stéphane Germain, on fait une équipe. Et puis, on a un noyau dur, je dirais, tout autour de ça. Et là, on est en train d'élargir ce noyau en se disant, mais finalement, on pourrait constituer une espèce de conseil politique avec tous ces gens qui sont intervenus et qui interviennent encore. Derrière moi, j'entends les bruits dans la salle. Il y a une intervention sur Macron. C'est d'ailleurs plutôt contre Macron. Et j'entends des applaudissements très nourris. Et on veut pas se contenter d'être négatif. On a la proposition facile ces temps-ci sur un tas de sujets. On a eu des femmes formidables. On a eu sur la justice, sur l'éducation, sur l'international. On a eu des interventions de Jacques Sapir, par exemple, et Georgi Kuspanovic, extraordinaires sur le conflit ukrainien. Des choses qu'on n'entend évidemment nulle part. Je vais pas vous envoyer des fleurs, mais enfin, on entend sur Sud Radio des voix discordantes et c'est fort heureux, mais on a là de quoi faire un gouvernement, c'est évident. Donc on va travailler à des choses un peu plus concrètes, on va se constituer, je ne sais pas si ça va s'appeler un mouvement, un parti. Enfin, hier soir, on a chanté la Marseillaise, on a chanté une chanson de Brassens, on avait des amis d'un trio de jazz, on a tous chanté, on a mangé tous, on a bu des vins d'ici, et il y avait une espèce d'énergie, les gens sont tous heureux aujourd'hui en disant c'est une aventure qui commence, et de fait, nous avons l'intention de fédérer. Quand on dit de droite, de gauche d'ailleurs et de nulle part, je dirais, il y a 50% de gens qui n'ont pas voté. Dans ceux qui ont voté, il y a, je sais pas, 80 ou 90% de gens qui n'ont pas voté pour, ou 70%, je ne sais pas, mais pour Emmanuel Macron, qui ne défendent pas ce monde-là, le monde maastrichtien, je dirais, et on a juste envie de reprendre les propositions du général de Gaulle. Vous savez, il y avait une lecture horizontale, genre droite-gauche, et puis une lecture verticale. Et le général de Gaulle disait, il y a ceux qui veulent défendre la France, puis les autres. Eh bien, ceux qui veulent défendre la France sont bienvenus, et là, pour le coup, ils peuvent venir de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Et on a juste envie de rassembler des gens qui nous disent, on aime la France, on aime son génie, on aime son histoire, on aime ce qui a fait sa tradition, ses paysages, sa gastronomie, sa peinture, sa littérature, etc. Merci Michel Onfray de nous offrir ce scoop en quelque sorte. Donc, vous allez sans doute participer à des élections. Vous nous avez dit que c'était pas une rampe de lancement personnelle, mais cela dit, en imaginant que Front Populaire devienne un mouvement politique qui se présente aux européennes, il faut quand même quelqu'un qui l'incarne. Est-ce que vous pourriez être malgré tout candidat sur une liste commune aux européennes ? Non, je n'ai pas envie de ça. On a déjà le nom de la personne qui incarnera notre aventure. Ça, je vais peut-être pas forcément vous le donner tout de suite. Si, vous êtes obligé maintenant. Vous êtes obligé. Vous allez l'annoncer en plus dans quelques minutes. Donc, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que j'ai l'accord de toute l'équipe pour pouvoir vous donner le nom. S'il y a une coupure publicitaire, je vais en parler à mes amis. Et s'il me donne l'autorisation, très bien, je donnerai son nom. Il y aura une coupure publicitaire dans pas très longtemps. Donc, après la coupure, je ne manquerai pas d'y revenir, Michel Onfray. Vous voulez rassembler les souverainistes. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que les souverainistes ne sont pas déjà en partie quand même rassemblés autour du Rassemblement national, voire de reconquête? Il est vrai que ces partis ne veulent plus sortir de l'Europe, mais ils ont longtemps défendu l'idée de souveraineté. Est-ce qu'on peut vraiment faire un rassemblement en contournant ces deux acteurs politiques qui ont quand même fait des scores importants à la présidentielle? Oui, ils ont fait des scores importants, mais avec cette idée que on ne sortait pas de l'Europe et on peut pas faire semblant en disant on va faire de la politique en restant dans l'Europe maastrichtienne, c'est pas possible. C'est comme si vous disiez, je continue avec ma métaphore du bateau, mais on va reprendre les commandes, mais on va quand même laisser les commandes à quelqu'un qui va piloter selon son choix et avec ses désirs. Non, on peut pas imaginer qu'il y ait deux pilotes dans le bateau. S'il y a un pilote et qu'il est à Maastricht, c'est pas un pilote qui se retrouve, je vais pas dire à Paris, mais qui se retrouverait en France. Donc moi,
moi, personnellement, je ne veux pas engager toute l'aventure, il faudra qu'on en reparle, parce que bon, je suis très collégial, ma gauche est libertaire, elle est proudhonienne pour être très précis, et je ne veux pas engager tout le monde sur mes propres idées. Moi, je suis frexiteur. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire ni comme Zemmour, ni comme Marine Le Pen, en disant, voire comme Mélenchon, quand les élections sont passées, en disant on va faire comme si l'Europe n'existait pas, on va se débrouiller, mais on fera sans eux, et puis ils viendront nous punir et on verra très bien, etc. Non, il faut clairement reprendre les commandes et il faut être franchement souverainiste, ce que ne sont ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour. Eh bien, merci Michel Onfray pour ces deux informations. Déjà, vous allez lancer un mouvement politique qui a vocation à se présenter aux élections, et puis vous serez plutôt pour un Frexit. Merci d'être avec nous sur Sud Radio en toute vérité. On se retrouve après une courte pause. Peut-on vraiment rassembler les souverainistes de droite et de gauche, et même ceux de nulle part? Et d'ailleurs, les réponses de Michel Onfray tout de suite sur Sud Radio en toute vérité. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Michel Onfray en direct d'Uzès, où ont lieu les premières universités d'été de Front Populaire. Premières universités d'été, tout simplement parce que Michel Onfray vient de nous le révéler avant la pause. Il lance un mouvement politique qui a vocation à aller aux prochaines élections, même s'il nous a précisé qu'il ne serait pas lui-même candidat. Et donc j'ai envie de... Il m'a révélé aussi, avant la pause, pour ceux qui nous ont écoutés, qu'il connaissait le nom du candidat aux européennes et qu'après un conseil, une décision collégiale, il déciderait peut-être de nous révéler le nom de ce candidat. Donc je vous écoute, Michel Onfray. Qu'est-ce que vous avez décidé pendant la pause ? Alors, la décision collégiale est que nous ne vous donnerons pas le nom de la personne concernée. Bon, on réessayera à la fin de l'émission. Oui. Ce sera le fil rouge. D'ici la fin de l'émission, non. Je pense qu'on avancera sur ce sujet-là, mais on a effectivement le nom de quelqu'un en tête qui est évidemment au courant. Oui, espérons. Pas moi. Il se déclarera peut-être tout seul. On l'invitera d'ailleurs le jour où il voudra se déclarer. Voilà, l'invitation est lancée. Mais poursuivons effectivement la conversation. L'un des objectifs de votre futur mouvement est d'incarner le souverainiste, et un souverainiste qui ne serait pas un souverainiste light en quelque sorte, puisque vous nous avez dit que vous étiez pour le Frexit, mais vous nous avez dit en même temps, mais le souverainisme c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc est-ce que c'est vraiment possible de rassembler les souverainistes de gauche et de droite? Parce que le souverainisme c'est de tenir le gouvernail, comme vous l'avez dit, mais la question est pourquoi faire? Oui, vous avez raison. Les échecs qui ont eu lieu précédemment, ça peut être avec Jean-Pierre Chevènement et Philippe de Villiers, par exemple, ou avec Pasqua et d'autres à gauche, un certain Laurent Fabius, qui s'était découvert anti-maastrichtien parce qu'il avait des velléités présidentielles en son temps. Ça n'a pas marché parce que c'était des affaires de parti. Et puis éventuellement des affaires de gens qui avaient des passés qui étaient des passifs. Et donc les gens n'y ont pas forcément cru. Et j'ai beaucoup dit, je réutilise cette formule avec vous, que nous ne croyions pas à l'homme providentiel, et d'ailleurs le nom de cette personne ne sera pas le nom d'une figure providentielle, ce sera quelqu'un qui portera les idées qui seront les nôtres, et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je voulais en parler à mes amis, parce que c'est pas du tout une espèce d'homme de paille qui penserait ce que Michel Onfray lui soufflerait à l'oreille, c'est pas du tout dans cette perspective qu'on s'en va. Moi j'ai pas le souci des partis, des appareils, j'ai le souci des gens, et je vous assure qu'on a fait un repas, il y avait plus de 300 personnes hier soir. Je suis allé de table en table, j'ai écouté plein de gens, on a fait ça pendant plus de 2 jours, et les gens ne me disent pas moi je suis de droite, moi je suis de gauche, ou ça me gêne que vous soyez de gauche, ou ce serait si bien que vous soyez de droite, ou je ne sais quoi. C'est pas du tout le problème. Les gens disent on a envie de retrouver une école où on apprenne à lire, à écrire, à compter et à penser. On a envie de retrouver des rues dans lesquelles ils soient sûrs de pouvoir sortir quand on est une femme à 11h le soir, et pas seulement à 11h le soir. On a envie effectivement de défendre des chanteurs à texte français, on a envie d'une littérature qui ne soit pas décadentiste et nihiliste, on a envie de défendre nos peintres, nos musiciens, notre gastronomie, notre paysannerie. Hier, on a eu un paysan qui a fait se lever la salle pour lui parce qu'il a été totalement ovationné. Donc là, le problème, c'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche. Il faut défendre nos paysans, il faut défendre nos viticulteurs, nos artistes, nos talents, nos génies. Il faut défendre également une politique, une grande politique, ce que j'appellerais une grande politique, pas du tout une politique politicienne qui vise à dire que l'Europe est l'horizon indépassable parce que c'est le marché qui est l'horizon indépassable. Pas du tout. La France existe, elle devrait avoir une parole forte et puissante, et nous devrions, sur des terrains comme le Proche-Orient, le Moyen-Orient, sur la question européenne via l'Ukraine, avoir des positions qui ne soient ni de droite ni de gauche, mais françaises.
Aujourd'hui, Michel Onfray, tout le monde est souverain. Il y a même un autre personnage politique célèbre qui semble défendre la souveraineté et le dépassement du clivage droite-gauche chez Emmanuel Macron, qui parle de souveraineté européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un hommage à Michel Onfray que rend Emmanuel Macron? Je ne crois pas qu'il ait vraiment l'intention de me rendre hommage, mais Emmanuel Macron est tout entier dans cette façon de faire, c'est-à-dire pile et face en même temps. C'est-à-dire que lui nous dit il faut la souveraineté européenne, puis la souveraineté française, et puis la souveraineté européenne est la condition de possibilité de la souveraineté française. On dirait la troisième partie d'une dissertation de Sciences Po, en nous disant oui je suis pour la souveraineté, non je suis pas pour la souveraineté, oui et non je suis pour la souveraineté. Macron c'est toujours l'homme d'une fausse synthèse. Donc je ne crois pas que Macron puisse tenir le langage du en même temps sur ce terrain-là. C'est la porte, elle est ouverte ou fermée. Alors on me dit ah oui, mais elle peut être entrebâillée, etc. Mais disons plutôt, prenant une autre image, une femme est enceinte ou n'est pas enceinte. On n'est pas à moitié enceinte, par exemple. Et bien là, c'est exactement la même chose. Soit la France est souveraine, soit elle ne l'est pas. Et si l'Europe est souveraine, c'est que la France ne l'est plus. Si la France est souveraine, c'est que l'Europe ne l'est pas. Et je pense qu'il faut être clair sur ce sujet-là. Et on ne peut pas avoir les deux. Ça n'est pas possible. Un souverain, c'est quelqu'un qui dit voilà, c'est moi qui appuie sur le bouton atomique. Et si on appuie sur le bouton atomique à Bruxelles, c'est qu'on n'appuie pas sur le bouton atomique à Paris, et vice-versa. Donc il y a un moment donné où le souverainisme, c'est l'art de dire il y a un individu qui incarne, une personne qui incarne justement la volonté populaire, et le principe du souverainisme, c'est que c'est le peuple qui fait la loi. C'est l'expression populaire. Ça n'est pas possible que 50% des gens ne votent plus, et que dans ceux qui votent, une quantité vote contre, et vote parce qu'ils sont en colère. Nous avons envie, sur le terrain gaulien, de reprendre cette idée que le souverain, c'est le peuple, tout bêtement parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pas le pouvoir d'une espèce d'élite, y compris une élite politicienne qui a été choisie. Souvenez-vous, le traité de Lisbonne qui fait que l'Assemblée nationale plus le Congrès décide de voter contre le peuple. C'est la première fois que on demande son avis au peuple et qu'on dit ensuite au peuple, finalement vous avez mal voté, ceux qui sont censés vous représenter vont jeter à la poubelle votre décision. Pour moi, ça a été un coup d'État. Et je pense que ce que nous allons faire, c'est la restauration d'un ordre d'avant ce coup d'État. C'est-à-dire de dire, il y a un peuple, laissez-le parler, laissez-le s'exprimer, et quand il s'exprime, écoutez ce qu'il vous dit. Je rappelle que Macron a perdu toutes les élections, sauf les présidentielles, et on sait dans quelles conditions il les gagne, en diabolisant son adversaire, mais pendant 5 ans, il a perdu toutes les élections, et à chaque fois qu'il a perdu l'élection, son urgence a été de ne rien faire. Il n'est pas possible qu'un chef de l'État méprise à ce point le peuple. Quand on entend le peuple gronder, que fait Emmanuel Macron? Il achète des blindés. Je vous rappelle qu'il a acheté des blindés pour le maintien de l'ordre dans la rue. Voilà le projet politique d'Emmanuel Macron. Ça n'est évidemment pas le nôtre. On sollicite les gens, on est dans la logique de Condorcet, c'est-à-dire on leur explique les choses, on explique ce que sont les choses, et puis quand ils sont intelligents, et que c'est d'ailleurs toujours le cas, et bien ils ont compris et ils votent. On ne leur dit pas, vous êtes des crétins, vous êtes des imbéciles, vous votez, si vous ne votez pas comme il faut voter, eh bien on fait comme si vous n'aviez pas voté. Ça c'est insupportable, c'est un déni de démocratie, et nous voulons restaurer la démocratie, donc pas du tout retrouver un homme providentiel, mais justement ce que j'appelle le peuple providentiel. Je voudrais vous entendre sur deux questions d'actualité, parce que je crois qu'elles rejoignent la question de la souveraineté. On vit depuis le début de l'été un feuilleton autour de l'imam Iqiyoussem. Le ministre de l'Intérieur a décidé d'expulser cet imam, et on voit que c'est extrêmement compliqué, alors même que c'est un personnage dont les propos sont clairement islamistes, et qui peut constituer un trouble à l'ordre public, et qui est étranger. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui de souveraineté? Est-ce que c'est lié à l'Europe? Est-ce que c'est lié tout simplement à la prise de pouvoir des juges? Parce que la perte de souveraineté, c'est pas seulement l'Union européenne. Et vous, si vous étiez aux manettes, Michel Onfray, qu'est-ce que vous feriez pour reprendre les commandes, justement? Mais on fait semblant de croire que ce qui est important, c'est qu'il soit expulsé, et que quand on aura expulsé cet imam, on aura réglé le problème. Je rappelle aux gens que quand vous faites des prêches sur Internet, vous pouvez les faire à Bruxelles, vous pouvez les faire à Paris, mais vous pouvez aussi les faire au Maroc ou en Algérie ou n'importe où. C'est-à-dire que les gens ne demandent pas à ce que le prêche soit dit quelque part, dans un endroit, dans un lieu. C'est juste, Michel Onfray, mais vous savez qu'il y a d'autres mosquées, d'ailleurs, qui l'ont soutenu, et que l'islamisme se propage aussi, parce que dans certains territoires, on a des contre-sociétés qui s'installent. Donc c'est aussi une vraie question. Et derrière la question de cet imam, il y a la question: pourquoi l'État n'a plus les moyens d'expulser qui il souhaite? Parce que finalement, l'immigration, au-delà même du problème de l'islamisme, c'est une question de souveraineté. Je pense, c'est une question politique.
Oui, mais vous avez bien vu que, vous vous souvenez que quand il y a eu le Covid, l'État, il était très efficace quand il s'agissait de poursuivre les grands-mères qui ne s'étaient pas rédigé une autorisation de sortie. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, la police, on l'a trouvée dans la rue, elle était capable d'interpeller les gens, et puis elle était capable de faire savoir à la grand-mère qu'elle allait payer 135 € parce qu'elle avait rédigé, moi je connais le cas, hein, elle avait rédigé son autorisation de sortie au crayon à papier, et que donc on imaginait qu'avec une gomme, elle aurait pu modifier l'heure et sortir 2 heures plutôt qu'1 heure, alors qu'il lui suffisait d'avoir 4 autorisations dans 4 poches différentes et de sortir pendant 4 heures si elle le souhaitait. Donc quand il s'agit de poursuivre le citoyen de base qui ne va pas rouler sur le policier en voiture ou qui ne va pas l'insulter grossièrement et qui ne va pas, etc., etc., alors là, d'un seul coup, la police, elle est forte et la décision préfectorale, elle est très claire. Mais en même temps, pour le coup, souvenez-vous, Castaner était le ministre de l'Intérieur et il autorisait des manifestations en faveur de la famille Traoré, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir et de se rassembler à plus de je ne sais combien de personnes. Donc quand l'État veut, il peut. C'est-à-dire que quand l'État ne veut pas régler le problème de l'islamisme, je rappelle qu'il s'agit de l'islamisme et pas de l'islam, eh bien, il ne le règle pas. Donc de temps en temps, il fait semblant, il attire les médias sur lui en disant « Vous avez vu notre détermination ? Nous sommes en train de poursuivre cet imam qui d'ailleurs s'est échappé. » Et bien, on voit bien que l'État fait des effets d'annonce parce qu'il a décidé de ne pas agir sur ce terrain-là, bien sûr. Michel Onfray, merci d'être avec nous en direct du ZES. Hein, on le rappelle, c'est la première université d'été de Front Populaire qui lance un véritable mouvement politique. On se retrouve après une courte pause. On parlera notamment de votre nouveau livre Puissance et décadence aux éditions Bouquin. Comment sortir de la décadence et renouer avec la puissance? Peut-on redevenir souverain sans sortir de l'Union européenne? Les réponses de Michel Onfray tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Michel Onfray, premier invité de cette nouvelle saison de En toute vérité. Il est en direct avec nous des universités d'été de Front Populaire du ZES. Front Populaire qui lance un mouvement politique souverainiste qui aura sans doute des listes aux européennes, mais sans Michel Onfray comme candidat. On n'en sait pas plus pour le moment. Il n'a pas voulu nous dire qui sera candidat. Michel Onfray, on poursuit notre conversation. Hein, cette université populaire, elle tourne autour du thème de la souveraineté. Je voudrais savoir comment on l'applique concrètement, la souveraineté, en balayant certains sujets d'actu. On était sur le sujet de l'islamisme tout à l'heure, vous m'avez répondu, mais j'aimerais parler également de la question de l'énergie. Aujourd'hui, on entend qu'on pourrait manquer d'électricité finalement cet hiver. Est-ce que c'est lié aussi à une absence de souveraineté? Peut-être qu'on a abandonné notre parc nucléaire, enfin abandonné pas totalement, mais en tout cas cessé d'investir dans le parc nucléaire, notamment sous pression de l'Allemagne. Vous, si vous étiez aux manettes ou si vos amis étaient aux manettes, comment vous feriez au niveau européen pour mener une politique d'énergie souveraine? Il faut déjà réparer tout ce qui a été cassé et détruit. Je rappelle que nous avons bradé notre souveraineté nationale avec Maastricht, mais nous avons aussi bradé notre souveraineté nucléaire en faisant de telle sorte que les États-Unis puissent être à l'origine de notre politique de nucléaire civil, c'est-à-dire de notre politique de nucléaire militaire. Et que les gens qui ont effectué cette braderie monstrueuse s'appelaient Emmanuel Macron, à l'époque où il était ministre de François Hollande. Et il y a un monsieur qui a gagné beaucoup d'argent à faire tout ce travail et qui s'appelait monsieur Pécresse, le propre mari de Valérie Pécresse. Donc il y a un moment donné où effectivement... On rappelle peut-être l'affaire Alstom, c'est ce que vous sous-entendez, oui, quand on a vendu Alstom aux Américains. Voilà, on a donné tous nos secrets, tous nos secrets. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a bradé un fleuron qui nous permettait justement d'exercer notre propre souveraineté? Eh bien, sciemment, pour dire à des gens, c'est vous qui disposez de notre propre souveraineté. On se vend. Ces gens sont des vendus, si on veut utiliser vraiment l'expression. Ce sont des gens qui sont des vendus, qui ont vendu la France aux États-Unis en disant c'est vous qui allez pouvoir décider maintenant. Alors c'est formidable parce que les Américains ils vendent leur gaz de schiste et il suffit que, d'ailleurs la guerre en Ukraine est formidable aussi. On se dit mais maintenant on est fâché avec Kiev, on est fâché avec Poutine. Eh bien il va falloir acheter un gaz et les Américains vont nous aider. On va voir tout ça et la politique elle se fait autour des États-Unis. Et on voit bien d'ailleurs que le choix c'est pas entre l'Ukraine et la Russie, c'est entre la Russie et les États-Unis. Et qu'est-ce que vous auriez fait vous malgré tout? Est-ce qu'il fallait ne pas réagir face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine?
Il faudrait se demander pourquoi la France estime que cette guerre est sa guerre. Pourquoi est-ce que, par exemple, on n'intervient pas au Tibet pour déloger les Chinois, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas dans d'autres endroits, la question du Sahara, etc. Pourquoi est-ce que on décide d'aller dans cet endroit comme par hasard? Peut-être que c'est plus loin de l'Europe. Aussi, l'Ukraine est à la frontière de l'Europe, pour certains à l'intérieur de l'Europe, et on peut considérer que la menace est plus directe. Ça peut s'entendre, Michel Onfray. Non, ça peut pas s'entendre, sauf à croire que Jean-Marie Le Pen avait raison de dire qu'il préférait sa fille à sa cousine à je ne sais quoi. Enfin, vous savez, quand il faisait une espèce de hiérarchie. Et là, on reprend l'argument de Jean-Marie Le Pen en disant, bah oui, mais ça c'est chez nous. C'est chez nous, c'est l'Europe. C'est un argument que vous reprenez. Jean-Marie Le Pen n'avait pas tort sur tout. Vous nous avez dit depuis le début de l'émission qu'il fallait défendre la France, défendre l'Europe. Oui. Donc c'est un argument qui, si on est parfaitement logique, peut s'entendre. C'est pas parce que Jean-Marie Le Pen le défendait qu'il était faux. Non. Je dis pas ça. Je dis que j'ai plaisir à voir. Je dis pas ça pour vous, Alexandre. J'ai plaisir à voir des gens qui refusaient l'argument de Jean-Marie Le Pen utiliser l'argument de Jean-Marie Le Pen. Je ne dis pas qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Moi, je dis juste, est-ce que c'est la guerre de la France? Est-ce que c'est la guerre de la France? C'est la guerre de l'Europe. Justement, c'est la guerre de l'Europe, et je comprends qu'une France européanisée puisse vouloir faire cette guerre, parce que c'est sa guerre. Mais si on dit, mais est-ce que c'est vraiment la guerre de la France? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Alors le prix, ça va être effectivement de baisser son chauffage, de dépenser autrement, moins. On s'en vient nous dire, attention, le règne de l'abondance c'est terminé, mais quelle obscénité! Mais quelle obscénité, vraiment, de dire le règne de l'abondance quand on sait qu'il y a autant de pauvreté, de misère, et de dire c'est vous qui allez spécifiquement payer. Donc je crois qu'effectivement, nous n'avons pas notre souveraineté, et que la souveraineté, elle est effectivement européenne. Macron a raison, donc elle n'est pas nationale. Et cette idée d'utiliser des guerres en nous disant, finalement, c'est notre guerre, je dis, faites la démonstration. Est-ce qu'il n'y a pas un Parlement qui serait susceptible de voter pour ou contre cette guerre? Est-ce que le chef de l'État, par exemple, quand il est élu pour 5 ans, il a la possibilité de décider des guerres sans consulter l'Assemblée nationale? Est-ce que les Français sont d'accord pour faire cette guerre? Est-ce que les Français pensent que c'est leur guerre? Donc si vous êtes prêt effectivement à avoir des injonctions du genre, il va falloir baisser votre chauffage, consommer différemment, consommer moins, vous aurez un pouvoir d'achat qui va être modifié, si les Français sont prêts à payer ce prix-là, et puis s'ils sont aussi prêts à payer une riposte qui serait par exemple celle des hackers russes, parce que je pense que pour l'instant nous sommes co-belligérants, il y a vraiment que Macron pour imaginer qu'on peut donner des armes à l'Ukraine sans être des co-belligérants. C'est le fameux en même temps. En même temps, on arme l'Ukraine et en même temps, on aime beaucoup la Russie, qu'il ne faudrait pas blesser. Poutine, il a compris que si vous fournissez des bombes à l'Ukraine, vous avez choisi le camp de ses ennemis, de ses adversaires. Il a des hackers qui sont susceptibles de mettre le bazar et la pagaille en France. Et quand on aura des hackers russes qui détruiront, par exemple, les liaisons aériennes en disant, voilà, les tours de contrôle ne répondent plus, ou la possibilité de réfrigérer, par exemple, les nucléaires dans les centrales nucléaires ou les réacteurs dans les centrales nucléaires ne répondent plus parce que tout ça est piloté par informatique et cette informatique elle est vérolée par les hackers russes. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là quand on nous dira est-ce que ça vous inquiète cette guerre, Michel Onfray? Est-ce que vous pensez que ça peut mal tourner, y compris un embrasement du conflit dans toute l'Europe? C'est d'une certaine manière ce que veut l'Europe, cette façon de jouer les va-t-en-guerre. Mais de toute façon, on peut plus jouer les va-t-en-guerre on ne peut plus que jouer les va-t-en-guerre, parce que je rappelle que Gorbatchev vient de décéder, qu'il n'est pas encore enterré, et que personne n'a parlé de ce qu'était véritablement Gorbatchev. On a 2 ou 3 éléments de langage en disant c'est le fossoyeur de l'Union soviétique. Certains disent quel salaud, d'autres disent quel héros, etc. Moi, je rappelle quand même que ce que voulait Gorbatchev, c'était une espèce d'Europe de l'Atlantique à l'Oural, et que l'Europe maastrichtienne a dit on ne veut pas de cette Europe-là. On ne veut pas de cette Russie. Gorbatchev avait un vrai projet et Mitterrand, à l'époque, a dit votre projet ne nous intéresse pas. Devenez européen comme on l'est à Maastricht et à ce moment-là, on vous aidera. Et comme Gorbatchev a un peu traîné des jambes, eh bien, on lui a dit vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre qui, lui, va vouloir tout de suite. Et on a mis Eltsine en place et Eltsine a dit il n'y a pas de problème, on va choisir franchement les États-Unis et le règne de l'argent. Et moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué comment, travaillant au FMI, ils allaient dans les entreprises soviétiques en disant à des mafieux qui les pilotaient, en leur disant donnez-moi l'équivalent d'1 euro et puis l'usine vous appartient, et c'est ainsi qu'on a fabriqué des mafias. C'est-à-dire que la politique maastrichtienne n'existe pas en dehors du business européen. Donc nous avons tout fait pour que cette guerre elle existe et qu'elle ait lieu dans ces configurations-là. Je pense que une politique souverainiste viserait à dire choisissons nos guerres, nous n'allons pas faire la guerre à la totalité de la planète partout
à chaque fois qu'il y a un problème. Je suis pas BHL, moi. C'est BHL, à chaque fois qu'il y a un conflit, il veut absolument qu'on aille bombarder. Alors on bombarde tout le monde, il faut aller bombarder en Libye, il faut aller bombarder en Irak, il faut aller bombarder en Syrie, il faut aller bombarder en Palestine, là il faut aller bombarder en Russie. Enfin, il y a un moment donné, on se dit, c'est un truc d'enfant, quoi. Je serai général et je balancerai des bombes sur Tripoli, et puis je serai commandant, et etc. C'est pitoyable. Une grande politique consiste à dire, mais quel est l'intérêt de la France dans cette aventure? Est-ce que l'intérêt de la France, c'est d'épouser des guerres en disant elles sont les nôtres, et on a tout de suite choisi, en nous faisant savoir qu'il fallait les mener, etc., etc. Moi, je défends pas cette guerre, hein, je trouve toutes les guerres indéfendables. Je dis simplement que ce sont les impérities maastrichtiennes qui ont rendu possible cette guerre. Elle n'est pas arrivée comme ça discrètement, cette guerre. Il y a même eu un moment où les troupes étaient massées aux frontières de l'Ukraine. C'était une façon de dire, vous avez des satellites, vous avez vu ce qu'on va faire. Et là, on disait, mais non, il va pas le faire, ce sont juste des manœuvres d'intimidation. Les États-Unis disaient, mais non, ça va avoir lieu, on le sait bien, puisqu'on fait tout pour que ça ait lieu. Les États-Unis faisaient tout ce qu'il fallait pour que ça ait lieu. Et quand ça a eu lieu, on a dit, ah oui, il a quand même osé. Ça fait 20 ans qu'il dit qu'il va le faire. Il y a quand même eu un moment donné où il y avait un projet d'Europe avec la Russie, c'était celui de Gorbatchev, on n'en a pas voulu, puis il y a eu un moment donné où il y a eu un projet d'Europe avec la Russie, mais une Russie otanisée, je dirais. Et ben effectivement, on a fabriqué cette guerre, et aujourd'hui on dit qu'elle est formidable, ça permet effectivement le business américain, ça permet de fabriquer une espèce d'Europe, et en même temps ce sont les populations qui trinquent, comme toujours, ce sont les gens qu'on tue en Ukraine, et je ne défends aucune guerre, entendons-nous bien, j'estime insupportable qu'on bombarde des populations civiles sous prétexte de refaire des grands empires perdus. Nous ne sommes pas capables de résister au désir des grands empires perdus parce que nous sommes incapables d'avoir une politique impériale. Et il nous faut une politique impériale. Il faut une France avec une autre Europe, et dans cette configuration-là, nous aurions des intérêts à faire les choses autrement. C'est-à-dire que justement, dans le cadre d'une Europe des nations, hein, que vous défendez, je pense, est-ce que cette Europe des nations pourrait inclure la Russie? C'était l'idée de personnages comme Chevènement, comme Védrine. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ou est-ce que malgré tout, le principe de réalité, cette guerre en Ukraine a eu lieu, fait que ça risque d'être très compliqué? Non, vous avez raison de faire référence à Chevènement, et enfin au Jean-Pierre Chevènement d'avant Macron, et de son basculement du côté du macronisme. Encore que Jean-Pierre est un ami, et je vois bien qu'il est dans une perspective pragmatique. Il dit le problème, c'est pas de soutenir Macron, c'est qu'il va y avoir un président de la République et qu'il faut choisir par défaut. Mais Védrine, j'aime beaucoup Hubert Védrine, et je pense effectivement qu'Hubert Védrine a raison. Et dans un gouvernement idéal, ce serait notre ministre des Affaires étrangères. Je pense effectivement qu'il faut faire une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous sommes dans des perspectives, je fais une espèce de pluriel de majesté en incluant Jean-Pierre Chevènement, mais Chevènement, Védrine et nous-mêmes sommes dans une logique effectivement de défense d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire nous ne voulons pas d'une Europe de l'argent, d'une Europe du marché, d'une Europe du fric, d'une Europe des banques, d'une Europe américaine ou otanisée. Nous voulons effectivement une Europe géographique, géomorphologique, également civilisationnelle, et ça suppose une grande politique et un projet qui permette de dire voilà ce que veut la France, et à ce moment-là on peut être crédible. Est-ce que vous pensez vraiment que quand Macron appelle Poutine et met en scène ses appels téléphoniques, et que Poutine dit bon ça va, je te prends 2 minutes, mais là je m'en vais jouer au hockey, j'ai pas que ça à faire, hein, je suis poli donc je t'écoute, mais excuse-moi, mais là je suis en train de chausser mes patins et j'y vais, j'ai autre chose à faire. Vous imaginez qu'on traite le général de Gaulle comme ça? Michel Onfray, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On se retrouve après une courte pause. Pour sauver la France, a-t-on besoin d'un homme providentiel, d'un nouveau général de Gaulle? On en parlait justement. Doit-on s'en remettre au peuple souverain? Vos réponses tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. Oui, nous sommes de retour sur Sud Radio avec Michel Onfray en direct des universités d'été d'Uzès, où le Front Populaire, la revue Front Populaire a annoncé qu'elle lançait un grand mouvement politique souverainiste qui se présentera aux élections européennes, même si Michel Onfray ne sera pas lui-même candidat. J'aimerais aussi, Michel Onfray, qu'on parle un peu de votre livre Puissance et décadence aux éditions Bouquin, qui est aussi un livre sur la souveraineté et qui fait un peu la généalogie de notre perte de souveraineté. Donc Michel Onfray, comment en est-on arrivé là? La France n'est plus souveraine, est-ce qu'elle peut le redevenir? Mais si vous pouviez nous faire le chemin qui nous a conduit à cette perte de souveraineté.
Alors écoutez, avant de vous parler du passé, je vais vous parler de l'avenir, parce que nous cogitons dans les couloirs pendant les moments de publicité. Et je peux vous annoncer que nous annoncerons le nom de la personne qui portera notre aventure d'ici la fin de l'année dans le département des Deux-Sèvres, et très précisément du côté de Thouars. Voilà, vous allez pouvoir continuer à chercher. Mais nous rééditons notre invitation. Il sera peut-être en direct de Thouars avec nous alors lors de sa candidature. Oui. Et donc, c'est une vieille histoire, la question du souverainisme. Ça remonte au 6 juin 1944, quand les Américains et les Alliés arrivent en Normandie et qu'ils n'arrivent pas pour défendre la liberté parce qu'ils adorent la liberté, mais simplement parce que Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, qu'Hitler travaille à une bombe atomique et à des avions à réaction. D'ailleurs, tous ces gens-là iront travailler pour la NASA après. Ce sont les nazis comme Werner von Braun qui permettront aux États-Unis de mettre un pied sur la Lune. Et il s'agit pour les États-Unis de ne pas mener une guerre sur leur propre terrain, de mener cette guerre sur le terrain européen. Ils arrivent en France et ils ont le projet de vassaliser la France. Je rappelle que cette opération s'appelait Overlord et qu'Overlord, le jour du 6 juin 1944, le débarquement, et qu'Overlord, ça veut dire vassalisation. Il y avait un projet à cette époque-là de monnaie, une monnaie d'occupation, ça s'appelait l'AMGOT, c'est l'abréviation du gouvernement militaire allié. Et à Charlottesville, dans une université aux États-Unis, on formait des gens qui auraient été des préfets ou des sous-préfets de la République française, c'est-à-dire des gens qui auraient mené la politique américaine en France. Donc il s'agissait de libérer la France de l'occupation nazie pour installer une occupation américaine qui aurait permis aux Américains d'avoir une base avancée pour aller jusqu'à Berlin, bien sûr, mais ensuite, Berchtesgaden, et puis ensuite d'aller jusqu'à Moscou. On connaît l'histoire. Les Alliés se sont arrêtés à Berchtesgaden et ne sont pas allés à Berlin et ne sont pas allés jusqu'à Moscou. Il se fait que le discours de Bayeux du général de Gaulle permet de dire que cette monnaie d'occupation n'aura pas lieu, cette occupation n'aura pas lieu, ces préfets qui auraient été choisis du côté des vichistes, du côté des girodistes, parce qu'au moins ces gens-là étaient des anticommunistes et on pouvait compter sur eux, eh bien cette politique-là, le général de Gaulle l'a interdite. Il ne l'a pas rendue possible. Par la suite, ceux qui se sont trouvés jetés par la fenêtre sont rentrés par la porte, ou l'inverse. Et quand le général de Gaulle est mort, on a dit aux Américains, revenez, il n'y a aucun problème. Ça a été Pompidou, le temps qu'il a été président de la République, puis ensuite Giscard, qui le soir de son élection a pris soin de faire un discours en anglais, dans la langue de l'occupant, en disant vous êtes les bienvenus, revenez s'il vous plaît. Et Maastricht a été la grande occasion de dire nous allons réaliser enfin cette vassalisation, et c'était le projet de Jean Monnet, un projet très anti-gaulliste, et Jean Monnet était le héros de Mitterrand. Tous ces gens-là, effectivement, n'ont aimé ni le général de Gaulle, ni la résistance. Et par la suite, ils nous ont fabriqué un projet européen qui est celui que nous connaissons. Et donc en 1992, très précisément, la chose a été dite, sur initiative d'un gouvernement prétendument socialiste, de renoncer à notre souveraineté. C'est-à-dire la dernière fois que nous avons utilisé notre souveraineté, ça a été pour dire que nous abandonnions notre propre souveraineté. Donc la politique française ne se fait plus à Paris, ça n'est plus le peuple français qui fait la politique française. La politique française, elle se fait à Bruxelles, avec un comité assez obscur, des gens qui ne sont pas élus, une espèce de commission opaque où il s'agit juste de passer par-dessus la tête des peuples pour réaliser le grand marché européen sous prétexte de permettre l'avancée de l'histoire, la fin de la guerre, le progrès, la disparition du chômage, de la misère, de la pauvreté. Qu'on se rappelle en 1992 ce qu'étaient les arguments de ceux qui voulaient nous faire voter pour Maastricht. Moi j'avais voté contre. Et donc effectivement nous avons perdu cette souveraineté et au fur et à mesure nous sommes devenus, je veux dire américains, c'est-à-dire on n'est pas devenu européens, pas du tout. Ça n'existe pas cette Europe. Il n'y a pas de langue commune. Il n'y a que la monnaie commune. C'est tout ce qui existe. Il n'y a pas autre chose. Et donc aujourd'hui, un chef de l'État français n'est jamais qu'un individu qui le matin regarde la feuille de route qu'on lui a envoyée de Bruxelles en lui disant il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. C'est-à-dire la politique française n'est jamais que la politique européenne voulue par des gens dont le projet consiste à réaliser l'État global ou l'État universel. Je le dis souvent, Jacques Attali n'a pas écrit par hasard un livre qui s'appelle « Qui demain gouvernera le monde ?» Donc effectivement, il y a un projet de gouvernement du monde avec des rouages dont une France qui aura disparu, qui n'existera plus, et elle sera devenue une espèce de province européenne. C'est le projet de Macron et des macroniens. Je rappelle que c'est un projet partagé par une partie de la droite et une partie de la gauche. Cette fameuse droite maastrichtienne et gauche maastrichtienne qui dit exactement la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas l'épaisseur d'une
une feuille de cigarette entre Laurent Fabius et Juppé, entre Sarkozy et Hollande sur ces questions-là, entre Macron et même d'une certaine manière Marine Le Pen. La dernière Marine Le Pen dit à peu près la même chose que Macron sur ce sujet-là. On peut vous entendre, Michel Onfray, on peut être très critique sur le traité de Maastricht, c'est mon cas, mais est-ce que le traité de Maastricht est vraiment responsable de tous les maux de la France aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe qui finalement sont dans les institutions européennes mais conservent une part de souveraineté? Est-ce que c'est la faute du traité de Maastricht si la France est endettée par exemple? Est-ce que c'est pas une facilité de faire de l'Union européenne le bouc émissaire de tous nos maux? Écoutez, si effectivement quelque chose ne va pas, on peut pas incriminer la France si la France n'a pas les moyens de décider. C'est pas la France qui décide. Du moins, c'est la France maastrichtienne, c'est elle qui décide parce que elle se fait la chambre d'enregistrement d'une décision dont j'ai dit qu'elle était bruxellienne. Donc oui, tout en dépend. C'est-à-dire il y a aucun problème si on reprend la métaphore du bateau. Si vous partez dans une direction, c'est parce que quelqu'un est à la barre et que c'est lui qui donne l'impulsion. Si effectivement vous êtes assis à côté mais que vous n'avez pas la barre, vous n'avez pas la possibilité de diriger le bateau il va dans une direction que vous n'aurez pas choisie. Donc oui, effectivement, tout est fait pour que la France s'effondre comme culture, comme nation, comme peuple, et donc il nous faut effectivement des gamins incultes, des abrutis qui s'occupent. Mais ça c'est aussi notre politique à nous. Par exemple, l'école, on pourrait avoir une politique éducative tout autre, restaurer l'autorité à l'école, transmettre les savoirs. C'est quand même pas Bruxelles qui a nommé Pape Ndiaye aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et ses prédécesseurs qui ont fait une politique pédagogiste. Oui, mais justement, on les a nommés parce que ce sont des gens qui sont dans la logique maastrichtienne. C'est le même monde. C'est-à-dire que les socialistes, les communistes, les Verts, enfin tous ces gens-là disent la même chose que les républicains. Ils défendent exactement le même monde. Donc il y a aucun problème. Pape Ndiaye aurait tout à fait pu être nommé par une Valérie Pécresse devenue présidente de la République. Je pense que Hollande aurait pu aussi avoir l'idée et la nommer. Simplement, ces gens défendent une vision du monde. Donc effectivement, c'est une vision du monde dans laquelle l'école doit être détruite si c'est une école qui apprend à penser, à réfléchir, si c'est l'école de l'esprit critique. Mais vous voyez bien que effectivement, on peut dire qu'ils défendent une vision du monde commune, mais si demain un président de la République qui resterait dans l'Europe, mais sans partager cette vision du monde, nommait un ministre de l'Éducation nationale avec une autre vision, il pourrait le faire. Le traité de Maastricht ne lui en empêcherait pas. Je veux pas être l'avocat de Maastricht ici, surtout que c'est pas je suis assez critique là-dessus, mais encore une fois, est-ce qu'on n'a pas des marges de manœuvre, y compris dans ce traité-là? Si, bien sûr. Moi, c'est pas le seul traité que je défends. C'est la politique maastrichtienne qui fonctionne avec le wokisme, qui fonctionne avec la cancel culture, qui fonctionne avec le déconstructionnisme. Tout ça se tient. Et le grand projet, c'est la destruction de la nation. Donc, bien sûr que votre politique des hypothèses est envisageable. Si effectivement nous avions des ministres qui ne soient pas maastrichtiens, effectivement ils pourraient mener une autre politique dans une France qui resterait maastrichtienne. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que mais c'est quand même mieux. C'est pour ça que le Frexit est peut-être pas le préalable de tout. Je vous dis ça aussi parce que effectivement il semblerait que ça inquiète une partie des Français qui sont pas forcément très favorables à l'Union européenne telle qu'elle est. Ils ont d'ailleurs voté contre en 2005, mais qui à chaque fois qu'il y a eu un candidat qui était pour la sortie de l'Europe, y compris Marine Le Pen, pas la dernière Marine Le Pen, mais celle de l'élection d'avant, elle a perdu sèchement. Donc, est-ce que le pragmatisme, c'est vraiment d'être pour le Frexit ? Non, mais Marine Le Pen, elle a perdu, non pas parce que elle disait ce qu'elle disait sur l'Europe, elle a perdu parce qu'elle était probablement incompétente sur ce sujet. Elle a quand même confondu le franc, l'euro, l'écu. Elle était totalement perdue sur ce sujet-là et on s'est dit, elle est pas terrible. Alors si l'institutrice en chef ne sait pas quelle leçon elle doit tenir à ses élèves, c'est un peu problématique. Mais nous avons 30 ans de propagande derrière nous pour nous expliquer que si nous n'avions pas l'euro, notre économie s'est effondrée. Parce qu'elle va bien, notre économie
l'économie française, parce que le peuple français va bien. Tout le monde le sait bien. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'équivalent d'un 1 euro, 1 franc, et tous les gens qui font leurs commissions et leurs courses ont bien compris que ça a été l'occasion d'augmenter la totalité des prix. Tous les gens ont souffert du passage à l'euro, et on nous a dit mais non, c'est faux, fake news, vous mentez, vous inventez, etc. C'est-à-dire on a une propagande idéologique qui fait que les gens disent effectivement, si on sortait de l'euro, ce serait une catastrophe, notre économie s'effondrerait. Mais c'est pavlovien tout ça. Et il faudrait qu'on fasse une espèce d'émission sur la question du Brexit et nous expliquer que pendant effectivement le Royaume-Uni n'a pas été rayé de la carte. Je vous rejoins là-dessus, Michel Onfray. Ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais qu'on avance. Vous dites que vous ne croyez pas à l'homme providentiel, et en même temps, quand on prend les thématiques de ces universités d'été, le général de Gaulle est omniprésent. Vous insistez beaucoup sur la question du peuple, mais est-ce qu'en France, la démocratie, c'est pas aussi la rencontre entre un homme providentiel et un peuple ? Moi, je pense que l'important, c'est que le peuple se rencontre à nouveau lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un génie incroyable dans le peuple français. Alors évidemment, si on abrutit le peuple, on fabrique une populace. Je ne suis pas de ceux qui estiment que le peuple a toujours raison sur tout. Je reste en ce sens un disciple de Condorcet. Je pense que le grand peuple, c'est le peuple éclairé. Et le peuple éclairé, il ne l'est pas quand les réseaux sociaux font la loi ou quand il puise ses informations dans Libération, Télérama, Le Monde ou Mediapart. Effectivement, s'il s'agit de fabriquer des abrutis, ces médias-là font bien le nécessaire pour produire des crétins qui n'ont pas d'esprit critique. Merci Michel Onfray, c'est malheureusement trop court. On a pu dire beaucoup de choses, mais on aurait aimé vous entendre encore longtemps. On rappelle que vous lancez avec le Front Populaire un mouvement politique qui va sans doute aller aux élections européennes. C'est la fin de cette premier épisode En toute vérité de la saison, la fin de cet entretien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver En toute vérité en podcast sur sudradio.fr et en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Nous nous retrouvons dimanche prochain à 11h, et en attendant, je vous laisse entre les mains de Nathalie Schrein-Girma. Quelques jours après la rentrée, elle vous présente Une école utopique. Le nom de son émission, c'est ça la France. Ce sera juste après les informations. Bon dimanche à vous, à la semaine prochaine.